Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Vous retrouvez toutes les semaines. Bonjour Cédric qui est là, bien évidemment. Bonjour Alex. Oui, Toulouse et vous. Toulouse et vous. Regardez-nous, regardez-vous, hein, comme on l'a déjà dit. C'est ça. Et puis alors les décors ne sont absolument pas de Roger Hart, les costumes ne sont pas de Donald Cartwell. Par contre, toute la technique est de l'équipe de Regbox qu'on remercie. D'ailleurs, ils nous ont fait un cadre magnifique. On va faire comme l'autre fois la régie. Voilà, on a un général, vous avez vu. On n'est pas beau, on n'est pas bien là. On n'est pas bien là, comme dirait mon père. Exactement, voilà. On va parler, comme vous le savez, politique, sociale, économie locale, notamment. On va parler de tout ça, tu me l'avais pas dit. Ah, je te l'avais pas dit. Il y aura des artistes aussi, figure-toi, avec Regard. Voilà, mais si moi, après l'émission, je veux faire un truc, j'aurais moyen de savoir où sortir. Ah bien évidemment, parce qu'on a Pinkin qui est avec nous. Voilà. Merci beaucoup, parfait. Cédric, c'est vrai, on est ensemble pendant un petit moment. Et on va commencer par, justement, Social et vous. Alors, ça fait 17 ans que je suis dans les médias. Toi, combien, Cédric ? Alors j'ai commencé mon bon monsieur à l'ORTF, hein. On était encore en noir et blanc, j'ai tout appris à Pierre Desgroppes. Ouais. Non, faut à 32. 32 ans, Désolé, 17. En gros, on a l'âge de la retraite quasiment, voilà. Non, il se repousse l'âge de la retraite. Et on a beaucoup parlé politique dans nos émissions, on en parle encore aujourd'hui beaucoup. Ce que je remarque très souvent, c'est que les jeunes se désintéressent de la politique. Alors, est-ce que j'ai raison ou tort ? En même temps, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre ? Voilà. Est-ce que c'est intéressant, la politique ? Je sais pas, faudrait qu'on trouve quelqu'un qui fait de la politique pour en parler. T'as pas ça sous la main ? J'ai peut-être quelqu'un sous la main. On a Guillaume d'Almeida Chavez, par exemple, qui était avec nous, conseiller régional à la région Occitanie, à l'éducation, à la jeunesse, vie lycéenne, étudiante. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Cédric. Bon alors justement, les jeunes, moi quand j'en parle, j'ai beaucoup de stagiaires, notamment à la radio, et qui me disent, quand je leur dis tu veux être journaliste, ils me disent oui, mais de quoi ? Ils me disent sportif ou on verra, ou journaliste de réseaux sociaux. Je leur dis est-ce que la politique t'intéresse ? Ils me disent oh là c'est trop compliqué pour nous. Est-ce que c'est si compliqué que ça la politique ? Pourtant elle est essentielle pour les jeunes, c'était ça la question. Parce que faire de la politique, c'est changer la vie des gens. Et donc, agir pour la politique, c'est réfléchir comment on peut améliorer la vie des jeunes, notamment. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jeune pour améliorer la vie des jeunes ? Et donc, c'est ça, faire de la politique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, en effet, il y a pu avoir des images. Moi, je fais partie de ces jeunes générations, j'ai 31 ans, qui ont parfois eu des visages parfois négatifs de certains politiques. Mais c'est comme partout dans la vie, hein. Il y a des erreurs, mais parfois il y a de belles réussites. Et il y en a de belles ici à Toulouse, au département et à la région. Cédric. Alors justement, moi je vais rentrer d'entrée de jeu dans le truc. La politique par définition, oui, j'ai fait des études en philosophie quand je faisais pas de médias, c'est la chose publique. La politique, dans l'absolu, c'est quoi ? Est-ce que c'est juste, j'ai ma carte à un parti et je suis candidat et je suis élu ? Ou est-ce que la politique, c'est se soucier de sa vie de quartier, s'impliquer dans des assos, se dire que la voisine d'à côté qui est vieille, qui est toute seule et qui s'est pété la jambe, quand on va faire des courses, on lui dit je vais faire des courses, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Le souci, c'est que la politique, c'est à l'image de pour faire de la politique, engage-toi, signe dans un parti. C'est ça, est-ce que c'est forcément donc, la politique ? qu'est-ce que c'est la politique ? Est-ce qu'on est obligé de s'engager dans un parti pour faire de la politique ? Ma réponse est non. Faire de la politique, c'est aller à la rencontre des gens, aller les écouter et aller surtout voir leurs problèmes et quelles solutions on pourra améliorer. Moi, c'est ce que j'ai fait à la région Occitanie, délégué aux questions de jeunesse. Ma première vision de la politique, c'est celle que j'ai mise en place. Je suis allé voir pendant un an des jeunes, devant Pôle emploi, devant des bars de cité, devant des jeunes sans-abri. Et derrière, quelles étaient leurs difficultés et qu'est-ce qu'ils attendaient comme solution ? Et derrière, on met des choses en place avec eux. C'est ça, faire de la politique. Mais pour faire de la politique, en effet, il faut derrière des gens donc avec des valeurs et derrière des gens qui sont élus. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'est pas élu. Et donc, il y a des moments, pour agir concrètement, par exemple, moi, à la région Occitanie, pour avoir des choses comme ça, il faut être élu. Donc, il faut aussi qu'il y ait des élus pour faire de la politique. On peut faire de la politique sans être élu, bien sûr, mais on peut faire de la politique en étant élu, et il faut des élus qui font de la politique avec des valeurs et surtout qui gardent la vraie politique, gardent leur vrai fond de politique, qui ne sont pas là pour leur propre personne, mais qui sont là pour l'intérêt général.
Justement, alors du coup, à quoi ça sert de s'inclure dans un parti? Parce que s'inclure dans un parti, ça veut dire qu'on n'a pas forcément toutes les valeurs. Je veux dire, c'est pas, quel que soit le parti, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, personne, et c'est normal, va se dire, bon, ben je signe tout de but en blanc et je suis d'accord avec tout. À partir de là, est-ce qu'on ne prend pas le risque à un moment donné de se dire, voilà, demain, vous êtes socialiste, demain le Parti socialiste décide, je vais dire une dinguerie, je ne sais pas que la peine de mort c'est très bien, qu'il faut légaliser la pédophilie, c'est pas des trucs sur lesquels vous êtes... Voilà. Moi, je suis dans On n'est pas en Irak. Mais moi, je suis dans un parti, vous l'avez dit, au Parti socialiste, et j'ai choisi ce parti pourquoi? C'est un parti démocratique où c'est qu'il y a du débat. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir du débat et d'avoir des votes. Donc c'est-à-dire que derrière, il y a des positions qui sont prises. Donc on est des militants, tous des militants de base. Donc c'est ça aussi pourquoi on s'engage, parce qu'on est des militants qui vont défendre des valeurs. Et derrière, on choisit. On choisit la ligne politique. Alors oui, il y a du débat. Moi, je fais partie de ceux qui débattent de la ligne du Parti socialiste. Je pense qu'on l'entend malheureusement parfois trop souvent à la télé, mais ce débat, il est essentiel. Il y a des partis qui ont fait le choix de moins se débattre, plus imposer. Moi, j'ai pas choisi ce choix. En Marche, par exemple, qui a Bah, tendance à cloche-pied. à cloche-pied. Ouais, non, mais c'est vrai Il y en a d'autres, mais ça en fait partie, en parce que effet. c'est un petit peu l'impression qu'on a, en tout cas, quand on entend les ministres. Après, c'est normal, tout le monde se protège. C'est bien normal de protéger Justement, la tête du après, parti. j'ai pas monopolisé, j'ai laissé un peu la parole, mais justement, le côté jeune. Alors, le Parti socialiste, une des images du Parti socialiste, c'est les éléphants du Parti socialiste. On va pas se mentir, c'est bizarre, mais tout le monde était ravi. Alors, c'est pas un jugement contre lui, mais de voir revenir François Hollande. Moi-même, je suis originaire d'Ariège, Augustin Bonrepos. Je pense que même en étant jeune, le nom va te parler. Désolé, je passe au-dessus, voilà. Le nom va te parler. Moi, je veux dire, j'ai 47 balais. Le mec, il était député. Il a pris sa retraite. J'étais déjà papa, quoi. Donc, c'est facile, justement, d'être jeune dans un parti. Bon, je sais que la MJS a été très... mais c'est facile d'avoir sa position en tant que jeune ou c'est juste le côté, bon, regardez, c'est bien, on a des jeunes. Bon, maintenant, t'es mignon, tiens, tu vas jouer avec tes Lego et puis tu laisses les grands, on a des trucs à faire. Alors, c'est pas comme ça faire de la politique. Et en tout cas, au sein du Parti socialiste, c'est pas ça. On a chacun une voix égale, déjà. Donc ça, c'est ça aussi. C'est pour ça que ce parti que j'ai choisi, qui est le Parti socialiste, qu'on soit jeune, plus ancien ou autre, la voix est la même. Donc, et au moment de choisir la ligne conduite du parti, c'est la même chose. Quand on est élu jeune, parfois ça peut être compliqué. Pas se mentir, hein. Il faut faire ses preuves, il faut démontrer ce qu'on vaut, il faut se battre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. C'est un peu comme une femme en politique, il faut qu'elle se batte. Mais derrière, on joue pas avec des Lego parce qu'on joue avec la vie des gens. Mhm. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, entre jeunes, plus vieux, j'allais dire vieux, c'est un peu dégradant, enfin, plus ancien, plus éléphant, effectivement, comme tu disais, c'est un terme qu'on a beaucoup employé. Couche confort. Voilà, on a un président quand même qui n'a pas pu se représenter, qui était François Hollande. Là, il est à l'Assemblée parce qu'il fallait faire front républicain face à la montée de l'extrême. Il a été élu, c'est vrai. Beaucoup ont été élus. Il paraît qu'il vote pas. Il vote très peu à l'Assemblée. Il prend très peu position. C'est ce qu'on a vu et entendu. Voilà. Je suis pas son porte-parole. Moi, je suis pas son porte-parole. Je vous avoue, moi, je suis les députés de la Haute-Garonne. Je suis de Haute-Garonne. Après, je pense je le suis un peu sur les réseaux, sur Instagram, parce que je suis encore jeune. Et sur Instagram, je le vois quand même dynamique sur son territoire. Voilà, c'est quelle vision il veut faire de la politique. Je pense qu'il a fait le choix d'être dans le terrain. C'est son choix. Je pense qu'il y a des moments essentiels à l'Assemblée nationale où il faut être. Je crois qu'à l'heure actuelle, le débat sur les finances sont extrêmes et il est important d'y être. C'est vrai que là, le pays prend un tournant, mais ça, on va en parler dans un autre format. Vous êtes aussi infirmier, parce que moi, je veux parler du monde de l'hôpital qui va très mal. L'hôpital, oui, qu'on applaudissait. C'est vrai qu'on les a applaudis pendant le Covid, mais ensuite on les a un petit peu beaucoup laissé tomber. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est vrai que moi, je dirais le mot oublié. Parce que vous connaissez justement le métier en plus. C'est marrant, c'est un débat qu'on avait, Alex, pendant le Covid, où moi j'étais contre les applaudissements, mais comme je disais à Alex, il me disait mais regarde, c'est très bien. Je disais ok, mais quand va y avoir des soucis, que l'hôpital va descendre dans la rue pour les gens qui applaudissent, ils seront où? Ils seront dans les manifs pour les soutenir, ou ils seront dans leur jardin à faire bravo, le barbecue est prêt, quoi. C'est voilà.
Donc, est-ce que le monde de l'hôpital que vous connaissez, vous êtes, on peut le dire, infirmier, Moi, je suis infirmier en voilà, psychiatrie, je travaille demain Alors, en comment tant ça se qu'infirmier. passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu des choses changer en bien ou en mal dans l'hôpital? Alors moi, je suis pas très loin d'ici, dans une clinique dans le nord toulousain. Je suis infirmier en psychiatrie. Est-ce qu'il y a eu des choses bien? Il y a eu la Ségur de la santé, qui a été pas toujours juste, puisque tout le monde n'en a pas bénéficié, mais c'est une avancée. Mais par contre, moi, je fais partie donc d'une clinique et malheureusement, on voit que les vieux travers reviennent. Et moi, à l'heure actuelle, je le vois dans ma clinique, où on revient sur un moment où on devient l'argent redevient prioritaire sur le soin. Et donc, les suppressions de postes reviennent, les économies reviennent. Donc, je pense qu'il y a en effet un véritable sujet. On a aussi un sujet sur le monde de l'hôpital, sur les médecins. On n'arrive plus à retrouver des médecins, à former des médecins. Et donc, il y a une véritable réflexion à avoir au niveau national sur l'installation des médecins dans l'ensemble du territoire. On ne peut plus avoir... L'Occitanie est un énorme territoire désert médical. Est-ce que c'est normal? En Occitanie, Toulouse, il y a de nombreux coins dans Toulouse, de nombreux endroits à Toulouse où les gens n'ont pas de médecin. Alors justement, est-ce que ça doit se penser, ça, à l'échelle nationale ou à une autre échelle? À l'échelle, entre guillemets, Euro-région, Europe. Je m'explique, moi, comme je disais, je suis originaire de Haute-Ariège, de Verax-les-Thermes. Cas concret, mon père a une belle-mère qui a dépassé les 90 ans, qui avait un souci de santé, arrivait à trouver un rencard sur le Chiva, donc l'hôpital d'Ariège, ou sur Toulouse, c'était 3 semaines. Mon paternel, il a fait quoi? Il a pris la voiture, il est passé de l'autre côté, il était à Puigcerdà, côté Catalogne, et là, il n'y a aucun problème. Et c'est une réalité. Ils vont m'en vouloir en Haute-Ariège, je vais prendre des coups de fusil, mais je balance. Moi, les 3/4 des gens en Haute-Ariège que je connais, quand ils ont besoin de soins, ils ont pris la carte de sécu européenne et ils partent à Puigcerdà parce que les soins, il y a des rendez-vous plus vite, il y a nettement plus de médecins et tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à penser là-dessus? Parce que bon, il y a la logique nationale quand on est au milieu de la France, quand on est sur des territoires frontaliers, il y a peut-être moyen, et ça mettrait peut-être une cohésion à l'Europe, ça éviterait que les gens se disent l'Europe, ça sert juste à embêter les gens, à faire monter les impôts. Privilégier peut-être certains pays qui prennent leur indépendance petit à petit, sans quitter l'Union européenne. Mais ça, on en parlera dans un autre sujet. Est-ce que ça serait pas une piste? Est-ce que ça serait une piste? Parce que combien de départements bénéficient d'être à la frontière? Ça serait aussi, malheureusement, ça serait une solution pour certains départements, mais c'est très injuste et ça ne va pas régler, je pense, et je l'affirme, le souci des médecins en France, parce qu'on a très peu de départements qui sont frontaliers d'autres pays. La vraie solution, il faut se le dire, c'est l'installation des médecins dans certains territoires lors de la fin de leurs études. C'est un débat qui a lieu régulièrement au niveau de l'Assemblée nationale, qui a été refusé par la majorité présidentielle. Donc c'est aussi ça qu'il faut réfléchir. C'est des choses qui sont demandées, c'est des totems qui sont préservés par certains ordres médicaux. Mais en effet, si on veut réfléchir concrètement sur la solution, il faut que les médecins, les nouveaux médecins, il y ait une régulation, comme ça se fait pour les pharmaciens, comme ça se fait pour les infirmiers, comme ça se fait sur toutes les professions paramédicales, médicales, d'avoir une installation régulée pour éviter d'avoir, dans certains endroits, trop de médecins. Parce que moi, je connais où j'habite, dans un petit village, dans le nord de Toulouse, on a trop de médecins. On refuse les médecins, alors que juste à côté, on demande des médecins. Il faut une régulation. Alors, dans ces cas-là, on fait comme le CAPES, on fait de l'obligation. Est-ce que ça présente pas un risque? Par exemple, tu disais, tu as 31 ans, voilà, tu es à un moment où on construit sa vie, sa famille et tout. Demain, on te dit, hop, allez, il manque des gens, je dis n'importe quoi, à Dijon, allez hop, tu pars infirmier psychiatrique à Dijon. Ça veut dire que si tu as ta famille, que tu as commencé à t'établir un peu sur le coin et tout, tu attrapes tout le monde et tu bouges à Dijon? La proposition de loi qui avait été faite par les élus socialistes, c'était une installation à la sortie du diplôme. C'est-à-dire, on leur devait, je crois, 3 ou 5 ans. Ils avaient 3 ou 5 ans dans une zone, dans un désert médical. Sachant que quand on sait que plus de 3/4 du territoire français est un désert médical, c'est plutôt large. C'est pas non plus, voilà. Mais ça permettait de réguler ça. Donc, proposition, mais pas obligation. C'était une proposition de loi pour une obligation. Ah si, c'était une obligation pour les nouveaux médecins sur une période de 3 ans. C'était pas à vie, hein. C'était sur une période de 3 ans. C'est connaître déjà, soigner ces territoires, et ensuite on peut changer. C'était ça la proposition de loi. En tout
cas, affaire à suivre. On va revenir sur vos fonctions politiques, Guillaume d'Almeida Chavez, parce que comme je le disais, vous êtes conseiller régional à la région Occitanie, jeunesse, vie lycéenne et étudiante. Est-ce que nos étudiants vont bien? Là, bon, on tourne au mois de novembre. Il y a une actualité, hein, encore une enseignante massacrée par une élève. On se rend compte, voilà, on est je sais plus, Samuel Paty. Voilà, on a encore fêté on a l'anniversaire, malheureusement, il n'y a pas d'autre terme, commémorer l'anniversaire de l'attentat contre Samuel Paty, puis il y en a eu d'autres après. Est-ce que je vais la faire très... est-ce que une certaine jeunesse est en perdition? Est-ce que il y a un moment donné, on ne sait plus où on va? Est-ce que les professeurs ont peur? Est-ce que les professeurs ont des solutions? A peur. Non, mais oui. Quand ça n'arrivait pas à l'époque de Marcel Pagnol, moi j'ai mon petit côté réactionnaire, où à l'époque de Marcel Pagnol, on prenait pas des pistolets pour viser des professeurs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a ce côté-là? C'est pour la partie un peu polémique, parce que j'en mets un petit peu aussi, je saupoudre. Mais c'est vrai que c'est quand même la question que beaucoup de gens se posent. Je me fais écho des gens qui vont au supermarché et qui s'inquiètent. Je parle de ceux-là, pas ceux des centres-villes. Et voilà, qui ont d'autres idées. Alors moi je peux vous répondre au niveau de la région pour les lycées. Moi, je suis élu depuis 2021 et en effet, c'est un sujet qu'on traite depuis le début. Donc, depuis 2021, je suis à la rencontre de nombreux lycées, que ce soit les jeunes, les encadrants, les professeurs et les proviseurs. C'est un sujet. C'est un véritable sujet, la sécurité et de se sentir en sécurité, que ce soit dans les lycées ou aux abords. Ce qu'on a créé, nous, ça s'appelle un observatoire de la sécurité, protection des usagers des lycéens. Et ça permet justement, on essaye de faire des immersions. J'y ai participé à une trentaine d'immersions. C'est qu'on va rencontrer les lycéens qui nous expliquent leur quotidien sur le sujet de la sécurité et de la violence. Ensuite, on va voir les encadrants, on va voir les proviseurs et on va voir les enseignants. Et derrière, ce qu'on voit surtout, c'est une jeunesse, les jeunesses qui souffrent. Malheureusement, on a des jeunes de plus en plus en précarité, des jeunes où c'est que les actualités... la télé nous montre la violence, où les politiques, malgré tout, et certains comportements de politiques montrent de la violence. Quand on voit comment ça se passe à l'Assemblée, en même temps, comment on peut dire à des gamins, soyez sages en cours quand on voit ce qui se passe? Un député menace physiquement un autre député en disant on se retrouve dehors. Voilà, député... C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Monsieur Porte, s'il nous regarde. Mais en tout cas, voilà, on doit montrer l'exemple quand on est élu en politique. Et donc, des jeunes en précarité, des jeunes qui voient de la violence dans leur quotidien. Ce qu'ils voient aussi, c'est leurs parents qui souffrent. Parce que généralement aussi, la réforme des retraites, on en parlait tout à l'heure. On ne sait même plus de la précarité d'emploi, le travail de nuit, les salaires qui n'augmentent pas. C'est véritable un sujet de société où les jeunes perdent espoir. Et derrière, malheureusement, ça entraîne parfois de la colère. Et donc oui, cette colère, elle est présente sur des jeunes de Montpellier. Ces jeunes, ils m'expliquaient, il faut que j'ai un couteau sur moi pour me sentir en sécurité. Ça, c'était quelque chose que moi-même, je n'imaginais pas. Jeune lycéen du lycée Toulouse-Lautrec. C'était les portiques de sécurité. Je comprends qu'on les mette. Une fois, je vais faire une intervention dans un lycée. Je voyais ces portiques de sécurité où je me disais, on en est là. Portique de sécurité. Ouais, vous savez ces trucs moi, je comprends on passe avec un badge pour rentrer dans l'école. Je comprends la théorie du couteau. Moi le premier, quand j'étais au collège, avec copains, on avait un couteau. Bon, nous, c'était pour couper le saucisson, mais ça, c'est un autre débat. Mais sur les portiques, nous, ce qu'on a pris comme engagement, c'est que, suite à ça, 100% des lycées en Occitanie seront sécurisés d'ici la fin du mandat. Mais c'est triste de devoir en arriver là. C'est triste, mais malheureusement, on a la compétence de la région. Voilà. À l'heure actuelle, toujours, le Parti socialiste ne dirige pas encore la France. Je l'espère très rapidement. Ils l'ont dirigé. Mais voilà, ils l'ont dirigé. Mais malheureusement, on a subi. C'était en plein attentat. On a subi des périodes macronistes qui n'ont pas aidé. Il n'était pas au PS, Macron, d'ailleurs, à cette époque-là. Il n'était pas dans le gouvernement socialiste. Il était du gouvernement de François Hollande. Oui. Ouais. Vous savez, on fait tous des erreurs. Hein. Et je pense que même François Hollande a reconnu que c'était une de ses plus grosses erreurs. Mais je crois que c'est la plus grosse erreur. C'était une erreur stratégique. Mais juste sur les lycées protégés, on revient sur 100% des lycées protégés. Ce qu'on a mis en place, c'est de la sensibilisation auprès de la sécurité pour les lycéens. On essaie d'améliorer leur précarité, que ce soit sur des actions très concrètes. Mais nous, ce qu'on teste à l'heure actuelle pour protéger les enseignants, parce qu'il y a ça aussi comme sujet, c'est qu'on met en place, la région, on finance des BIP. C'est qu'on est en train d'équiper sur des lycées tests des boutons d'alerte que porteront les enseignants.
et qu'en cas d'insécurité, ils appuient. Et là, ça déclenche une alerte à la gendarmerie immédiatement. En Il y a espérant le que le GIGN rectorat- qui débarque et tout. Et en Gendarmerie. espérant- en tout cas, Mais c'est des tests, et ouais, mais il faut sécuriser. le rectorat, oui, mais on est obligé, Cédric. On vit dans un monde, pardon de te le dire, il y a des gens qui détestent la France et qui veulent détruire la France et ce qu'elle représente. C'est comme ça. Déjà, à l'intérieur, il y en a des Français de 20e génération qui détestent ce qu'est la France et qui est contente quand ils voient un attentat. Je suis désolé de ne le saurais dire. pas te donner d'avis, moi je suis pas français, je suis occitan. D'accord. Petite question par rapport à ça. Je suis petite français idée. et je le dis. Bon, la région, c'est vrai, la compétence est plus sur les lycées, mais on va s'appuyer sur un côté collège. Il y a un principal de collège à Cannes qui a pris une initiative que moi je trouve très bonne, qui est que justement, quand des gamins font des conneries, désolé, j'emploie le terme parce qu'il n'y en a pas d'autres, au lieu de leur coller des heures de colle, des renvois et tout ça, ils leur collent entre guillemets des espèces de tiges, c'est-à-dire ils les envoient bosser avec une asso, faire un truc, histoire de, est-ce que justement, plutôt que de faire du sécuritaire, cette piste-là serait pas intéressante à creuser, parce que dans l'absolu, c'est bien de dire à un jeune, ouais, mais regarde, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui, mais leur mettre des fois les doigts dans le cambouis, pour le dire de manière Et tu crois polie, qu'ils vont y aller? ça serait pas mal. Après, ça, C'est une honnêtement, la obligation. Ah oui, le réflexion, QTF aussi est une elle est au obligation. niveau national sur ça-là, parce que ça, c'est la compétence du rectorat. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas une région ni un département qui peut le mettre. Oui, mais Ça peut être un proviseur avec. Avec Il peut le proposer. Après, il faut surtout que ce Là, soit entendons-nous bien, on une parle d'un monde collectivité où locale qui le on porte. parle d'un monde où les élèves sont Mais- OK avec ça et les parents sont OK avec ça. Ils disent l'éducation l'a dit, donc on le fait. Mais moi, À malgré partir tout, de ce monde-là. Hein. quand à 14 ans ou à 15 ans, on en arrive à casser des choses dans son collège, moi le premier, j'en suis persuadé, les jeunes on n'est pas voyous. On ne naît pas, quand on choisit pas, toi t'es un bon, toi t'es voyou. C'est qu'il y a eu des choses dans son enfance ou de la précarité qu'il y a derrière. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut aller Je traiter pense à la derrière. précarité des jeunes agriculteurs aussi, d'enfants d'agriculteurs qui ne vont pas casser. Mais là, c'est la Il y en a précarité. aussi qui cassent. Il y en a. Oui, sincèrement. Ils viennent dans un tribunal avec moi. Un jour, vous savez quoi, on va faire un reportage dans un tribunal. Viens passer une journée avec moi dans un tribunal, tu vas voir. On voit pas beaucoup d'agriculteurs. Parlons quand même des choses positives, parce que la région, on en parlera aussi dans d'autres formats d'émissions, mais c'est vrai que le socialisme national, on voit que c'est une catastrophe, visiblement pour les gens, pour les Français qui vont voter, parce qu'il a fallu créer le NFP pour pouvoir faire quelque chose, mais en local, ça marche plutôt bien. Beaucoup d'écoles sont fabriquées, justement, sont faites. Vos régions, je ne sais plus très bien. C'est les lycées. C'est Les lycées, voilà, les lycées. Région, lycée. Je me rappelle, j'étais venu à une inauguration, notamment, la s'était première croisés. brique, on s'était croisés. Voilà, donc l'économie va bien pour pouvoir fabriquer des lycées. Comment ça fonctionne, justement, ces créations-là? Quel est le rôle de la création d'une école de la région? Une école de la région. Remets les mots dans non, l'ordre. mais- On oui, va y mais arriver. ce que je Alex. veux dire, c'est que la région, comment... je sais pas comment vous expliquer, c'est technique, c'est un peu une question bête. Créer un lycée, en quoi ça Voilà. consiste? Non, mais comment vous vous y prenez? Comment Mais je vais prendre l'exemple, puisqu'on est en train justement de faire le choix d'un nouveau lycée dans le Nord toulousain. Voilà, vous donc, connaissez un peu? que je connais très très bien pour y vivre. Comment on construit de nouveaux lycées? Il faut des besoins. C'est-à-dire qu'il faut une étude qui démontre que les lycées autour sont saturés. À l'heure actuelle, c'est le cas, malgré qu'on ait déjà ouvert un nouveau lycée qui s'appelle le lycée de Gragnac, qui est pas très loin d'ici. Et derrière, il faut qu'on travaille avec le rectorat pour voir l'intérêt pédagogique, l'intérêt réellement de l'ensemble des besoins. Et ensuite, on voit avec l'ensemble des collectivités. Donc là, on va voir avec le département et les collectivités où on peut l'installer. C'est des communes qui se portent candidates. Il y en a eu 5 qui sont candidates. Et derrière, il y a des réflexions qui se font pour savoir où on le fait. Et derrière, après, il faut travailler sur les cheminements. Quel lycée on veut? Nous, le lycée en Occitanie, tous les nouveaux lycées, ce sont des lycées à énergie positive. C'est-à-dire que c'est des lycées qui produisent plus d'énergie que ceux qui en consomment. Et ça, c'est un engagement qui est fait depuis que la présidente est élue. Donc ça permet aussi d'avoir une vertu sur l'environnement, sur les jeunesses, et également sur le quotidien des jeunes, puisqu'on gagne sur le temps de transport. Et on travaille aussi sur le côté alimentaire, sur la cantine, puisqu'on met une très grande partie de produits bio et locaux dans les cantines des lycées, sans augmenter les tarifs. Bio et locaux, ou plus locaux? Bio et locaux. Bio et locaux. Ça fait bio-locaux. Ouais. Locaux-bio, si besoin. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à vous lancer
justement dans la politique, dans l'éducation, dans la jeunesse, quel a été Il était amoureux de Ségolène Royal quand il était jeune. Non, c'est pas ça. C'est possible. Mais voilà, qu'est-ce qui vous a lancé là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit c'est Moi, dans ma famille, personne fait de la politique. Personne n'est dans un parti politique. J'ai personne. Donc, je suis le premier. Qu'est-ce qui a fait? C'est surtout que j'ai vu, moi j'habite dans un petit village où j'ai vu que une élue socialiste, qui était juste à côté de chez moi, qui était maire, a pu améliorer la vie des jeunes, dont moi. J'ai On pu veut des bénéficier. noms. Comment? On veut des noms. Je vous le dirai. Je vais vous le dire. Elle est maire de Pêche-Bonnu. Elle s'appelle Sabine Gel-Gomez. Elle a permis de. Moi, j'ai pu bénéficier d'avoir un collège. Donc là, je remercie aussi en même temps le département. J'ai permis d'avoir cette construction qui m'est permettait d'éviter de faire de nombreuses minutes de bus et de transport pour aller à mon collège. Et ça nous a permis d'avoir ça. Ensuite, j'ai vu de nombreux complexes sportifs, des choses qui changeaient la vie des jeunes. C'est ça qu'elle a mis en place. Et je me suis dit, pourquoi tu vas pas aller aider? J'habite pas le même village. Et au bout d'un moment, je me suis engagé dans ma petite commune à côté pour essayer de faire pareil. On est plus petit, on n'arrive pas à faire le même niveau, mais on essaie d'améliorer. Et derrière, je continue, je me suis engagé au sein du Parti Socialiste, dans le Parti démocratique, le plus démocratique à gauche, et derrière, je me suis engagé à la région Occitanie. Le changement, c'est maintenu? Oh. Le changement, c'est maintenant. En tout cas, le changement, c'est maintenant. Je pense que le changement, c'est maintenant. Moi, j'entends beaucoup de gens qui, et ça a été dit tout à l'heure, qui critique François Hollande. Et moi, ça a été mon premier vote au présidentiel. Je pense que malgré tout, on a beaucoup dit de choses négatives sur son bilan, alors qu'il y a des choses qui sont malgré tout positives dans son bilan, mais malgré tout, on ne les retient pas. Et c'est ce que je le pense, en tout cas, sur la réforme des retraites, des choses comme ça. Je pense que certains vont se rendre compte que François Hollande avait mis en place des choses qu'on va regretter maintenant. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait maintenant sur le changement? En tout cas, le changement, c'est maintenant. Je pense qu'en effet, le changement, c'est maintenant. Il faut changer, de Macron. 2, il faut surtout... Faut changer de Macron. On en avait Emmanuel, on prend Brigitte ou comment ça se passe? Il faut enlever le président macroniste de droite, parce que c'est un président de droite. Il faut surtout lutter contre l'extrême droite. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils se soucient surtout du procès, puisque Marine Le Pen est quand même... Donc il sera jugé au mois de février. Elle encourt jusqu'à 5 ans d'inéligibilité et quelques années de prison et 300... 5 ans avec 3 ans sur 6. Ouais, elle va gagner un bracelet, quoi, au pire. Mais donc, c'est surtout l'éligibilité qui après ça, il faut laisser faire la justice. Voilà, et ça, sûr. un ancien ministre ne devrait pas, je le répète, je le disais en aparté, mais un ancien ministre ne devrait pas commenter une décision de justice. La justice. Est-ce qu'on peut faire confiance à une justice Non, à l'aparté. Est-ce qu'on peut faire confiance à des magistrats qui avaient le mur des cons, qui s'en prenaient essentiellement aux gens de droite, Nicolas Sarkozy et autres? Moi, je fais confiance à la justice. Vous savez, moi-même, je suis dans un procès en cours et j'ai fait la une dernièrement sur un procès sur la haine que j'ai reçue sur les réseaux sociaux par l'extrême droite. Moi, je fais confiance à la justice. Ça fait partie des totems de notre pays. Il y a des valeurs, il y a des principes. Il faut les respecter. Alors, justement. Après, on viendra sur... Alors, 2 sujets rapides. Un qui me tient à cœur, mais d'abord, on va rebondir sur cette idée d'extrême droite. Alors, l'extrême droite, moi, vous l'aurez compris à mon look, j'ai un vieux passif de bon gauchiste, voilà, qui est passé par le scalp, la section carrément anti-Le Pen. L'extrême droite, aujourd'hui, tout le monde a peur du côté Bardella, Marine Le Pen et tout. Moi, j'ai envie de dire, si c'est ça l'extrême droite, ça va, c'est les vacances. Il y a aussi l'autre extrême droite. Il y a l'extrême droite dangereuse, l'extrême droite qui va faire des ratonnades, l'extrême droite qui est surveillée par les services de police parce que tout le monde met en avant l'islamisme comme danger, mais l'extrême droite est tout autant un danger. Est-ce que le risque de la vraie extrême droite, pas celle qui fait juste de la politique et qui va se promener dans la rue avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et des flammes tricolores, celle qui va casser de l'étranger, celle qui va... est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, une urgence par rapport à ça? Mais alors moi, je vais être en désaccord. Pour moi, il n'y a pas une vraie, une fausse extrême droite. Il y a une extrême droite et elle est aussi dangereuse l'une et l'autre. Moi, je le vois à la région. Les élus régionaux, en effet, ils mettent une cravate, ils sont calmes. Ils se sont tués, mais c'est les mêmes. Il suffit qu'on mette en effet, quand on va donner une subvention pour aider un bateau de secours pour des gens qui sont en train de mourir dans la mer, en effet, on retrouve le visage où on veut en effet tuer du migrant. Mais il faut faire attention. Moi, je pense qu'elle est aussi dangereuse. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
la solution pour faire ça, que ce soit la vraie ou la fausse extrême droite, comme tu dis, mais moi je pense que c'est l'extrême droite. La seule solution, c'est pour la lutter, c'est d'avoir des gens en face crédibles qui apportent des solutions concrètes. Parce que les gens, il y a une parole qui s'est libérée, certes pour certains un peu raciste, mais surtout quand on vote Rassemblement National ou autre, une grande partie n'adhère pas aux idées racistes. C'est surtout un vote de colère qui est présente et il y a un vote de désespoir. Et ce désespoir, il faut l'entendre et c'est donc aux politiques qui seront face à répondre à ça. Et autre question, alors ça, tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur, justement, on parlait des lois de François Hollande, on parlait de l'engagement par rapport au vote, t'as vu, même si on part dans tous les sens, on arrive à repartir au truc. Il y a une suite. Tu sais que moi, je suis un grand partisan d'un truc qui est le vote blanc, où François Hollande a fait une loi qui est ridicule. Il s'est foutu de la gueule des gens. En mode, ouais, bon, on sait que ça existe, mais bon, voilà, on s'en fiche, on le compte pas. Le vote blanc, exprimer un vote blanc, on parlait du côté démocratique que tu défends, c'est pas je vais à la pêche ou je pars à Disneyland avec mes gosses. C'est non, je viens, je vote, et je dis que est-ce qu'il serait pas temps de comptabiliser sérieusement le vote blanc ? Totalement. Et je vais pas mentir, ça fait partie de ce que portait la dernière candidate du Parti socialiste au niveau de la présidentielle. On a parlé du danger, Cédric a parlé du danger de l'extrême droite. Moi, je veux parler du danger de l'extrême gauche. Le nouveau Front populaire. On en est où avec le Parti socialiste, le nouveau Front populaire, certains écologistes, enfin qui sont aussi écologistes que moi, voilà, qui visent à acheter un SUV dans pas très longtemps. Aussi, roulant diesel à 130 sur la rocade ? Ouais. Non, mais voilà, on en est où de ce côté-là ? Parce que beaucoup de Français se posent la question, se disent que quand on voit des Monsieur Delogu, enfin tous, je vais même pas tous les citer, des Rima Hassan qui menacent carrément des journalistes. Ouais, non, regarde le compteur, on n'a pas le temps que tu les cites tous. Les journalistes, voilà, qui ramènent un conflit qui nous regarde pas. Qui ramène que ce conflit-là d'ailleurs, avec tous les conflits qu'il y a dans le monde, il ramène celui-là. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes toujours aussi soudés, les socialistes Alors moi quand même, je vais juste corriger, moi je parle de gauche radicale, parce que je différencie l'extrême droite et la gauche radicale. Moi pas, mais voilà, bon, ça mais c'est moi, différent. Voilà. Je le pense. Et l'extrême gauche. Après, c'est sur le autre nouveau chose. Front populaire, pourquoi ça a été fait ? Clairement, l'union de la gauche a été faite. Il y avait un gros risque, c'était l'extrême droite. L'extrême droite, première simulation qui tombait, ils étaient grandement majoritaires. On avait un gros risque de grosses perditions pour les classes populaires parce que c'est des actions qui vont être au quotidien. Il n'y avait pas le choix, il fallait le faire. Mais il y avait un contrat. Il y avait un pacte qui a été signé. Et malheureusement, en effet, moi je ne peux que regretter que dès le soir même, pour ne pas le nommer, Jean-Luc Mélenchon ait décidé de ne pas respecter le pacte, ne pas respecter le pacte du nouveau Front populaire. C'était une surprise. On s'y attendait pas. Venir, tout le monde le savait. Mais moi, je vais juste vous dire où c'est qu'on en est. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a des lignes qui se distinguent, et même au Parti socialiste, on en parlait. Moi, j'ai fait partie de ceux qui considèrent qu'en effet, il faut peut-être faut acter qu'en effet, la France insoumise, qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, je parle de celle qui est dirigée par Jean-Luc Mélenchon, il faut réfléchir à ce qu'on continue avec eux, mais par contre, celle qui est la France insoumise, ceux qui ont pris des distances, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des distances avec Jean-Luc Mélenchon, qui commencent à critiquer justement son comportement. Il y en a plein, et il y en a de plus en plus. Je vous laisse aller voir. Moi, et les nombreux militants, parce que les militants, souvent, allez voir ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles, allez leur parler maintenant. Justement, moi, je vais sur les marchés, je vais dans les marchés dans le Nord toulousain, et les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, justement, ils n'espèrent qu'une chose, que ce ne soit pas lui le prochain candidat. Et donc, je pense qu'en effet, il faut que la gauche soit unie, mais avec une ligne claire, sincère, et qui respecte un pacte, et surtout qui respecte ce qu'on veut. Mais justement, tiens, je suis le plus vieux autour de la table, en rapide. Moi, j'ai connu 2002, où là, la surprise, c'est vrai que, franchement, Le Pen au second tour, on ne s'attendait pas, on se l'est pris, mais pleine face, quoi. On a fait une Gaudi qui se prend en tramway, quoi. Voilà. Bon, ça fait quelques années qu'on dit « Ah, c'est bizarre, Marine Le Pen arrive au second tour, on ne s'y attendait pas alors qu'on le voit venir. » Là, le Front républicain a marché un dernier coup. Alex peut le dire, moi je l'assume. Moi, le premier, j'y croyais pas. C'est, voilà, du haut de mes 47 balais, j'étais en train de me dire, il va falloir que tu renfiles tes Rangers et que tu repartes te boire avec des skins dans la rue.
Ça a marché ce coup-ci. Juste derrière, le NPF, tout le monde était sympa et tout, le monde en fait front et tac. Ça a remarché un coup. La prochaine fois, ça remarchera ou pas? Moi, j'ai un doute. Celui qui a gagné, en effet, la dernière fois, c'est le fond, voilà. Mais en effet, est-ce que ça remarchera un prochain coup? Je pense que surtout, ce qu'il faut, c'est la prochaine fois, c'est un rassemblement crédible. Parce que là, c'était l'ultimatum, on n'avait pas le choix. Mais maintenant, on a le choix et on a le temps de créer une alternative à gauche, d'une gauche crédible, sincère, Un vrai fidèle mariage et dans pas un ses- mariage de raison, quoi. Et ça peut se faire dès les prochaines municipales. Je vois qu'il y a écrit Toulouse et vous. En tout cas, j'espère qu'à Toulouse, ça se fera comme ça. Je crois qu'il y aura moyen de débattre justement sur ce plateau. Guillaume d'Almeida de Chavez, merci d'avoir été avec nous Merci à vous. sur Toulouse et vous. Et alors, voyeur, j'ai envie de vous dire, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de débats avec toutes les élections qui vont arriver, toutes les actualités qui nous... Miss France, tout ça. non. Exactement, bien sûr. Le meilleur cassoulet. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous, vous. Toulouse et vous. Et comme on dit à Toulouse, chocolatine. Chocolat. Voilà. Exactement. On passe à la suite. On passe à la suite. Allez, il est l'heure de sortir et de retrouver Léo Harry pour Pinkin, pour nos sorties. Mesdames et messieurs, vous montez à bord du train Pinkin Express. Oh, bravo. Bien fait, belle. Bravo Cédric, salut, ça C'est ton va métier. Léo Très belle, très Salut belle. Léo. Ça va et vous? Ça va très bien, comme tu peux le constater. Ok, super. Prêt à À sortir. sortir, Ouais, bah, tu vois, j'ai mis dis-nous la tout. veste. Alors, chaud Attends, patate. je vais mettre la veste comme ça. Ouais, vas-y. Là, c'est quel type de soirée ça Là, c'est- La veste comme ça veut dire quoi là? Je sais, bah, tu vas nous dire. Je vais adapter la veste. Ok. Alors moi, je te propose une soirée drag show au flashback. Ok, Ok, j'adapte. c'est bon, on y est. Alors, on est drag show, flashback café qu'on adore. Qu'on salue. On adore, hein. Exact, oui, Ouais. on adore. Tu valides? Je valide. Ah oui, je survalide aussi. Complètement. C'est un super beau lieu. Oui. Une très belle Voilà. déco, franchement, et ils font des événements super chouettes. Ouais. Et là, pour le coup, c'est un drag show du coup avec une battle de lip sync. Mhm. Pour l'occasion, il y aura. C'est quoi une Qu'est-ce bataille que de lip sync Alors, une battle de lip sync, c'est des drags qui Ouais. vont faire du show. Elles ont chacune leur show. Et il va avoir un concours du meilleur show sur la soirée. Donc là, il y a 5 drags. Edith Fiac, Shana Banana, Elliot Desaldelf, Mika Rambar et Belladonna qui seront Moi, présents. je suis toujours fan moi, des trouvailles de noms des drags. Fiac. Il y a un travail. Moi, Edith Fiax. Je pense qu'il y a pas de. Je pense que c'est vraiment Edith Fiac. Hein. J'espère que je me trompe pas, Non, non, parce mais... que là, du coup, Non, ça mais la c'est- ça la non, fout mais très c'est mal. drôle, c'est génial. Non, mais c'est génial. Oui, c'est ça. C'est C'est génial. ça. Oui, oui. Ah oui, non, non, elles sont très très fortes. Mm. Et en plus de ça, il y aura un DJ set et une tombola sur cette soirée. La soirée commence à 20h30. On peut gagner un drag. Ça, c'est toi. C'est comment tu gères ta soirée. C'est toi qui vois. tu leur offres. Non, mais sur la tombola, on ne sait pas ce qu'il a gagné. Je suis curieux. J'aime bien lui poser des questions pièges. C'est mon côté joueur, ça. J'avais remarqué. Toutes les semaines, il arrive, il se dit oh là là. Comment je vais l'emmerder ce soir. Et donc ça se passe ce jeudi 5 décembre au flashback. Le flashback qui est situé à côté mais- de la place Saint-Pierre, on va le rappeler. Forever. Tout à fait. Proche du canal du Brienne, derrière Saint-Pierre. Me redonner sport à la ville, flashback. C'est pas une vanne. À ce moment-là. Ah, j'adore. J'adore tout du flashback, tout, l'ambiance, les ambiances, quelle ambiance, les ambiances, tout, les gens qui y vont, les gens que tu croises, la bouffe, tout est génial là-bas. Quelle promo. Ah ouais, Quelle promo. ouais. Je me demande s'il a pas des parts dans le. Mon carré d'agneau, voilà, offert à vie. Bon, autre lieu, Oui. autre sortie. Alors on va autre parler ambiance. du vendredi. Alors là on est sur une toute autre ambiance. C'est Ravioli. Le vendredi. La Mano 1.9, c'est un rappeur qui sera en showcase au Nine Club. Le Nine Club, c'est une boîte de nuit qui est sur le complexe de Sesquières. C'est une soirée qui est organisée par BKM. Du coup, sur cette soirée, il sera accompagné d'un DJ toulousain, Mac1. Le BKM, c'est un organisateur, il me semble aussi que j'en avais déjà parlé ici. C'est un organisateur qui est spécialisé sur les soirées urbaines, caribéennes, surtout caribéennes et antillaises. Et donc voilà, ils font cette soirée-là ce vendredi au Nine Club. Je vous invite à aller prendre les billets qui sont également sur Bizouk, la billetterie. Et vous pouvez y accéder via leurs réseaux sociaux, donc sur BKM ou sur les réseaux du Nine. Voilà, comme dire, la Réunion, les Marmailles.
Voilà. Donc là, on est sur un autre thème de soirée. On passe du drag show à une soirée rap, mais il y en a pour tous les goûts au moins. Et on finit encore avec un troisième style de musique. Là, on est sur une techno bunker qui est organisée par Plein Phare et qui a lieu au Bikini. Donc ça se passe sous le sol? Non. Non, je sais pas. Peut-être qu'ils ont envie un truc spécial pour leur soirée. Hein. On connaît pas leurs gars. À tout moment, ils ont creusé. Là, ils ont commencé apparemment à organiser la soirée il y a 2 ans. Ils ont posé un bunker au fond de la piscine du Bikini. Ouais, c'est clair. Bikini qu'on embrasse aussi d'ailleurs. Et les chats du Bikini aussi. Les chats. On vous racontera dans un autre Toulouse et vous. Voilà. Tu me raconteras aussi parce que j'ai pas la ref. On est très peu. Et donc là, c'est un événement pour les amoureux de la techno et de la hard techno. Si vous aimez ces styles de musique, vraiment cet événement est fait pour vous. Il y aura 3 DJ pour cette édition. Notamment Bia, qui est une artiste de musique électro. Mahari, une productrice basée au Royaume-Uni. Et ses productions sont mélodiques avec des basses puissantes et des grosses caisses. Et on rajoute Dreiser AC. À mon avis, ça se prononce un peu à l'américaine. Plein de bonnes soirées, encore plein d'autres à retrouver sur Pinkin. Et tout à fait. Et comment on fait pour aller voir Pinkin? Pinkin, c'est tout simple. PINKIN sur les plateformes Apple Store ou Google Play. Ouais. Google Play. Tu peux télécharger l'application directement sur les plateformes et t'accèdes à l'agenda des soirées, toutes les soirées de Toulouse. Tu peux filtrer en fonction des styles de musique que t'aimes, en fonction des styles de soirées auxquels tu veux participer, que ce soit des DJ sets, des karaokés, des drag shows. Il y a vraiment tout type d'événements qui se passent au sein des bars et boîtes de nuit de Toulouse. Et tu peux aussi voir les albums photos qui sont partagés par les photographes. Exactement, Pinkin sur les stores. Et si t'es un vrai pote, tu laisses même un petit commentaire sur les stores, un 5 sur 5. Histoire de faire monter exactement. Un peu, de titiller l'algo. Si vous voulez aller titiller l'algo à Léo, laissez un commentaire sur Pinkin. Exact. Exactement. Merci Léo. Et merci à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine. Avec grand plaisir. On se remet des soirées. On se remettra des soirées assez facilement. On passe à la suite. On passe à la suite. Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle entrepreneuriat, entreprise dans business, et vous, Cédric. Et oui. Et aujourd'hui, on va parler jardinage. On va parler jardinage urbain, à ne pas confondre avec l'habitat urbain, c'est autre chose. Donc Paola Romana qui est avec nous, fondatrice des Jardins Urbains. Bonjour. Bonjour. Alors, on a besoin de végétaux sur nos immeubles, sur nos maisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le concept de cette entreprise, votre concept? Oui, bien sûr. J'ai créé les Jardins Urbains il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est une agence de végétalisation urbaine. On végétalise les intérieurs ou les extérieurs des entreprises, hôtels, restaurants, domaines et bureaux. Donc, donc j'ai créé cette agence de végétalisation urbaine il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, j'ai une approche à 360. Je travaille vraiment sur le design et le bureau d'études de l'espace à végétaliser. Et ensuite, on fait l'installation, l'entretien jusqu'à l'animation pour que ça reste avec un rendu, un design durable et esthétique. Voilà. Et comment on devient jardinière urbaine? C'est quoi le parcours? Oui, écoutez, moi je viens du commerce à plus de 10 ans avec les études et en fait je cherchais à créer un projet avec des valeurs, avec un impact et j'ai fait ce switch du coup l'après Covid. Et mais avant ça quand même j'avais ce projet dans ma tête depuis 2017 avec un projet en école. On devait vraiment travailler un peu notre impact, qu'est-ce qu'on voulait faire en gros si on avait le choix. Et j'avais acheté le nom de domaine les Jardins Urbains parce que je voulais reconnecter les citadins, les urbains à la nature. Parce que moi je viens de la campagne de Montauban qui est pas très loin et en ville en fait il y a vraiment une différence sur la connexion rien que des fruits et des légumes de la nature et je voulais transmettre ce pouvoir en fait finalement. Et c'est pour ça que je me suis lancée et que j'ai créé l'agence. Donc local et éco-responsable. Pour moi, l'impact est très important. Je vais jusqu'au bout. Je choisis la palette végétale adaptée à notre à notre climat, à notre endroit où on va végétaliser, et aussi éco-responsable parce que je crée aussi les designs des contenants et ils sont issus du réemploi. Donc c'est vraiment toute une valeur ajoutée que je fais depuis le début du design jusqu'à l'installation.
C'est complètement dans l'air du temps. Parce que justement, on a besoin de ça pour des tas de raisons, que ce soit ne serait-ce que de se reconnecter à la nature, pour des raisons écologiques aussi, énormément. Comment vous procédez pour faire ça? Des clients viennent vous voir, ou alors vous avez des idées, vous proposez? Ben, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que après, je viens du commerce, donc aller pousser les portes, ça, je sais faire depuis que je suis jeune, voilà, et jeune étudiante. Mais aussi, on vient vers moi de plus en plus, donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Donc pour végétaliser les bureaux, parce que c'est vrai que l'impact aussi de végétaliser l'intérieur sur le bien-être des employés, sur la QVT, tout ça, ça y joue énormément. On cherche aussi les entreprises à avoir une démarche RSE. De végétaliser, c'est une signature complètement visuelle et pertinente pour végétaliser les bureaux et du coup voilà, sans faire du greenwashing, mais après voilà, il faut aussi intégrer ces végétaux qui purifient l'air. Il y a plusieurs aussi raisons de le faire. Ça augmente la créativité, la productivité et réduit l'absentéisme. Donc voilà, c'est les entreprises viennent me chercher pour ça. Et après, je cherche aussi à pousser quelques portes avec des projets un peu plus foufou qui me correspondent, parce que l'idée c'est pas juste mettre une plante dans un pot, mais créer toute une histoire, une scénographie végétale qui soit adaptée aussi à l'ADN de l'entreprise ou de l'événement. Par exemple, cet été, j'ai poussé les portes pour le Rose Festival. Alors, pas cette année, parce que c'était un peu ric-rac niveau timing, mais on essaye de proposer une scénographie végétale dès la porte d'entrée jusqu'à l'expérience avec le client, quoi. On verra pour 2025, hein, je dis pas tout, mais voilà. Mais voilà, je pousse les portes et on vient me voir. Donc ça, c'est chouette. Mais en plus, il doit y avoir une autre difficulté, parce que bon, on a parlé du côté, c'est clair, les essences locales et tout, machin, mais les allergies. Si moi demain j'ai un bureau, j'ai plein d'employés, faut faire le tour de tous les employés pour éviter qu'il y en a un qui soit allergique à une plante. Comment ça se passe? Il est viré. Il est viré. Bon, écoute, Robert, t'as 40 ans de boîte, mais on préfère le yucca. Salut Robert. Non mais c'est vrai, mais d'ailleurs les fleurs du yucca sont comestibles, c'est un coup d'endive, parce que j'essaie toujours de faire un petit lien avec le pouvoir de la plante ou le côté comestible. Alors ça a été la première... Donc c'est bien, vous êtes plus obligé de mettre des pauses déjeuner, vous posez un yucca sur le bureau de votre employé. J'imagine comme ça. Patron, j'ai bouffé, non, il y a ton yucca, allez hop. Mais vous savez que ça a été ma première objection, ou au moins... questionnement sur cette allergie. Donc c'est tout l'enjeu en fait d'avoir ce côté un peu design et bureau d'études pour prendre toutes les contraintes aussi de l'entreprise, des salariés, de l'équipe, et après adapter du coup la palette végétale. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas allergènes, et puis c'est surtout le pollen et les plantes d'intérieur, on les choisit par rapport à ces critères-là, quoi. Mais oui. Sinon, on met du plastique, puis ça passe. Bien. Ah non. On peut imaginer dans le studio, par exemple, de la Regbox. On peut imaginer, là, toute... Ah oui, mais même au centre. J'imagine au milieu, là, comme ça. C'est un appareil. Mais le plastique, c'est quand même un gros débat, parce que les entreprises ou certaines boîtes ne veulent pas aussi entretenir, parce que c'est des charges et on le comprend. Donc, ils cherchent beaucoup à optimiser, du coup, cette charge avec du plastique. Moi, c'est pas du tout mon ADN. Non. Quand je vois de la scénographie végétale avec du plastique, moi, ça, je fais pas. Je refuse. Mais après, il y a quand même des alternatives. Aujourd'hui, on touche les plantes, on me disait, non, c'est pas du plastique. Enfin, c'est dingue quand même. Non, c'est du vivant. Moi, mon but, c'est de replacer le vivant au cœur des espaces, pour que ça soit autant pour l'humain que pour l'écologie et l'environnement. Surtout qu'en plus, alors certes, des plantes, ça demande un entretien, faut les arroser et tout, mais les plantes en plastique, de toute façon, faut faire la poussière dessus, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est vite dégueulasse. C'est vrai. Ça fait à base de plastique, de pétrole. C'est mon côté militant écolo. Je l'ai rangé là. Voilà. Je l'ai senti là. Il était là. Voilà, je retrouvais pas. Hop, ça c'est dessus. Voilà. Bon, pour vous contacter, comment ça fonctionne? Eh bien, écoutez, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mon numéro direct sur le site internet. Donc, vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, vous expliquer mon projet ou juste une demande de rendez-vous. On peut voir des photos, je suppose, sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, sur mes réalisations, sur mes axes d'intervention, intérieur, extérieur et événementiel. D'accord. Voilà. Un rêve, un fantasme, un endroit que vous rêveriez de fleurir?
Sur Toulouse. N'importe où, on se Ou lâche. ailleurs. On se lâche. Sur Pluton, il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas bon. Mais sinon, L'idée, c'est d'avoir... c'est pas la question la plus facile. Moi, je pars du principe un jardin après l'autre, mais si je devais vraiment végétaliser un endroit, l'un des plus bétonnés, je dirais qu'il faut aller à Paris. À Paris, ils sont vraiment déconnectés aussi de la nature, même s'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui jouent le jeu, qui ont vraiment un vrai impact. Donc, le plus fou, ça serait la Tour Eiffel. Pour moi, Je pense en plus, on dirait la Tour Eiffel. à Marseille aussi, ça vous ferait pas de mal un peu. Hein, quand Marseille, même. ça ferait du bien, oui, ça ferait du bien. Bien qu'on a l'air marin, voilà, ce qu'on n'a pas à Paris. Forcément, ou à Toulouse même. c'est vrai. Mais en tout cas, merci Paola Mais Romana fais d'avoir confiance été au avec réchauffement climatique, nous aurons bientôt la mer. nous. à Normalement, Toulouse. si tout va bien, oui, on y travaille. Et on ça y sera encore travaille. mieux quand elle sera chez moi, avec ses termes, à 900 mètres d'altitude. Les jardins urbains avec Paola Romana, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci dans, à vous. Business et vous, et on vous retrouve sur votre site internet, lesjardinsurbains.fr. C'est Et ça. donc, on l'espère l'année prochaine au Pink Festival aussi. Non, Ouais. Rose Festival. Rose. Chaque fois, je m'y trompe Ouais. entre les deux. Citron. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la suite. Toulouse et vous, c'est toujours de la bonne ambiance, Cédric. On va pas se mentir. Voilà. Entre les jingles, en 5 secondes, on arrive toujours à aller dans À des faire des domaines. blagounettes et tout. Exactement. machin, Et en plus, on est très content parce qu'on reçoit Mina Fourouard qui est là. Notre soleil de Ouais, culture. notre soleil, exactement. De regard. Bonjour. Salut, Ça va bien? ça va bien. Ça va bien. Ah ouais, Tu n'es ça pas va. venue toute seule. Je suis pas venue tout seul parce que je suis venue vous présenter une artiste. Et non, Pascal, elle a des amis, c'est pas comme toi. Mais si tu me coupes la parole, alors je sais à peine comment c'est. Donc je suis un soleil, mais il faut pas couper le soleil, ok, quand je commence à parler. Sinon, ça brûle. C'est ça, sinon ça brûle. Non, je viens vous présenter une artiste de la région, toulousaine. Si je me trompe pas, d'originaire de Montauban, si je dis pas de bêtises. Non, non. Ah, pas du tout. De Toulouse, ouais. Des Toulouse. Ouais, Qu'est-ce que je tu suis fais à née Paris, Montauban mais j'ai là grandi à Toulouse. En fait, mon mec est prof de philo et il a été muté à Montauban pendant 2 ans, donc on était un peu là-bas aussi. Ouais. Moi, alors, je une croyais que t'étais artiste- fan de Brigitte Barège, c'est pour ça. Je suis une artiste toulousaine qui s'appelle Suzanne Bellobre. Donc une artiste multi-instrumentiste qui joue du piano, de la basse, qui est chansonnière. Son univers, c'est plein de styles différents. Elle fait de la chanson minimale avec un peu d'électro. Elle est beatmakeuse. Il y a même parfois du reggae. Donc plein de styles très variés, mais qui gardent toujours une cohérence, la sienne. Tu viens de sortir un clip il y a pas très long, il y a quelques jours. Un clip Un single. Alors oui, bien sûr, un single, un double single qui s'appelle Sum. Et le deuxième morceau s'appelle Tout en bas. Voilà. Donc c'est dispo sur toutes les plateformes. Ok, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça parle Ouais, de bien quoi, sûr, bien c'est- sûr. Alors Sum, comme son nom l'indique, ça parle d'avoir le seum et d'un espèce Le mot de somme me fait parcours. toujours rire à chaque fois. Voilà, c'est un mot qui veut dire venin normalement à la base, et voilà, c'est une introspection d'une jeune femme. Et ce double single, on l'a enregistré avec Félix Petit, qui est un artiste franco-québécois, qui bosse notamment sur le dernier Bonnie Banane et tout ça, les louanges. Et donc, c'est notre première collaboration sur ce double single. C'est influence électronique, instrumentale, un peu psychédélique sur les bords. Ok. Et ça fait longtemps que t'es dépressive ou comment ça se passe Je pense que je suis née comme ça, mais c'est aussi une force. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Quel est ton morceau préféré de tous les temps? Ta chanson préférée, ton morceau culte, le morceau qui t'accompagne tous les jours? Ok, ça va paraître hyper mégalo, mais c'est Suzanne de Leonard Cohen. Et c'est la chanson pour laquelle on m'a appelée Suzanne. Mais ce morceau est trop beau, donc en fait, même si c'était Marianne, ça l'aurait fait, tu vois. Ouais, je sais pas si ça sonne bien, mais on peut le tester. Ok, question suivante. Quel est ton morceau plaisir coupable? J'étais sûre qu'il allait tomber celui-là. Alors c'est assez spécifique, c'est le générique de la série animée de Princesse Sissi, qui est sortie dans les années 90. Oh, c'est pointu là. Ça fait Ah ouais. Laissez-moi rester moi-même, si. Voilà. Oh, mais ça, je me rappelle pas du tout. Ah, moi non Tu te plus. souviens, toi, non? Je regarde des dessins animés, mais non. Non, toi, Ok. tu regardes J'irai déjà voir. Pascal. Ah, j'allais voir. Je regarde déjà des débats politiques. Est-ce que tu écoutes des podcasts?
Des podcasts, j'en ai écouté plusieurs, mais alors pour te donner un nom, je vais parler de Grosse Bise, qui est un podcast qu'on trouve sur Spotify et qui est fait par Olivier Bas, où c'est l'histoire de cartes postales en fait qu'il imagine avec à chaque fois 2 personnalités de l'histoire Ok, cool. et de la culture. Un pays que tu aimerais visiter, que tu n'as pas eu l'occasion de voir encore. Le Japon. Et pourquoi? Parce C'est que pas drôle, le Japon. la culture japonaise fait partie un petit peu de mes influences. Voilà, quand j'étais jeune, j'étais fan de Sakura Card Captor, qui est un manga pour filles. Et voilà, le Japon pour la finesse. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Bon, il faut le budget, je crois, mais ça a l'air cool. Ouais. Ouais. Ouais, ça peut être chouette. J'aimerais bien y aller aussi un jour. Puis les sushis, j'aime bien. J'adore. J'adore les sushis. Et dernière question, ensuite tu nous joueras un morceau en live. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Alors, je le sais parce qu'en fait, j'ai fait un test des 3 animaux. Je sais pas si vous connaissez le test des 3 Le animaux. thème, non? C'est pas ça? Voilà, Ouais. c'est un peu ça. Et je suis une mésange huppée. Donc, c'est une petite mésange avec une crête de punk bleue. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Et je Ça va savais bien. pas, et j'avais Ok. déjà les cheveux bleus. Voilà, donc je suis une mésange huppée. Bonjour. Mais t'as Enchanté. déjà 100 mètres de photos. Enfin, c'est le truc qu'il a trouvé tout seul, quoi. Enfin, En fait, ouais, tu dis choisis 3 animaux. Ouais. Mais je veux pas spoiler le jeu pour les gens qui l'ont pas fait. ne spoilons pas. Voilà, no spoil. Bah, merci beaucoup. Merci, Euh, merci à vous. Et si tu permets, moi j'ai la question embêtante. Vas-y, la question pose, piège, vas-y, toujours vas-y. à chaque fois. Là, si quelqu'un vient de se brancher sur Toulouse et vous, sur Culture et vous, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie de venir te voir en concert D'ailleurs, tu as des dates aussi bientôt. Alors, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sur mes dates. Mais, Ok. Mais donc, qu'est-ce que tu dirais pour donner aux gens envie de venir te voir? Eh ben, je dirais, sortez, venez voir des musiques en live parce que ça défonce et qu'il faut pas oublier ce rapport à l'instant qu'on a tendance à perdre derrière les écrans. Et pour venir me voir, moi, je dirais, je suis tellement passionnée que vous trouverez peut-être quelque chose qui résonne chez vous. Donc voilà, puis on va bien se parler, je pense. Voilà. Bon, bah, musique, hein, maintenant, non? Et musique. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Tu es venu avec ton papa et ta maman? Elle te Oui. fait quoi à manger, ta maman? Alors, je vais vous jouer Some, qui est un morceau du coup qui est sorti il y a quelques jours. Et c'est une version vraiment que j'ai jamais jouée. Donc, je me sers de ce petit pad. C'est une première. Voilà. Je l'ai concocté pour l'émission. Tu vas peut-être nous expliquer justement comment ça fonctionne avec le pad, tout ça, parce que. Non, mais c'est vrai, Ouais, Elle bien sait sûr. pas, elle appuie sur les boutons au hasard. Tu Non, sais, mais c'est t'as comme raison. dans les C'est vrai. dessins animés où les Il y a des mecs. concerts auxquels on peut assister, et puis il y a ce pad justement qui est là. Et, Bah, en fait, voilà, On va ouais, commencer. ce pad, c'est un contrôleur. Ça veut dire qu'il contrôle le logiciel Ableton ok. live, sur lequel j'ai donc fait ce petit. On fait des compos Oui. dessus. T'as Et, tes samples. Voilà, exactement, c'est des samples. Et donc, tu vois, j'appuie, ça lance une boucle. Et après, le reste suit. C'est pour qui que je trahis mon corps, que je trahis l'esprit, que je laisse tomber mes bras comme s'ils étaient morts. Au nom de quoi, au nom de qui je dis, je fais les mauvais efforts. Pourquoi je sors là où c'est interdit? Je sais comment je me sème, comment ça s'opère pour avoir le seum. Je suis quand même celle qui s'aime, au nom de la mère, au nom de la sœur. Ce n'est pas toujours facile d'apprécier son corps de fille, de donner son cœur d'enfant sans chercher les méchants. Ce n'est pas toujours facile d'être libre et tranquille sans défier le vent. Mais pourquoi mon envie de me battre? Et contre qui? Et contre quoi en moi? Qu'est-ce qui veut régler des comptes à contre-cœur? Qu'est-ce qui croit à tout ce qu'on raconte? Toutes les histoires, toutes les rumeurs. Je sais comment je me sème, comment ça s'opère pour avoir le seum. Je suis quand même celle qui s'aime, au nom de mon père, au nom de mes peurs. Ce n'est pas toujours facile
chercher les méchants. Ça n'est pas toujours facile d'être libre et tranquille sans défier le vent. Merci beaucoup. Oh, Suzanne Bellobre qui est avec nous, avec regard. Peut-être quelques questions encore. C'est vrai qu'on a toujours, on adore rencontrer les artistes parce que c'est vrai que Toulouse et vous, on parle beaucoup de politique, beaucoup économie, beaucoup social. Donc, quelle est ta position sur l'action de Donald Trump? Non, c'est pas ça. Exactement. Oh my god. Non, c'est ça, justement, dans tes chansons, bon, là, tu racontes le seum, effectivement. Oui. Et en général, voilà, quels sont les sujets qui peuvent t'inspirer, qui peuvent revenir peut-être de façon récurrente? De façon récurrente, je dirais que c'est l'humanité. Et je pense que, curieusement, l'humanité est une qualité qui peut aller à beaucoup d'êtres. Et je trouve ça intéressant de le confronter aux arbres, aux végétaux, aux animaux, aux extraterrestres, aux imaginations, aux chimères, etc. En fait, travailler quelque chose qui est de l'ordre de la chaleur humaine, quoi. Mhm. T'es plutôt une laborieuse dans ta manière de travailler ou tu fonctionnes à l'inspi? Est-ce que tu dis non, allez, tac, tel jour je me colle, pendant de telle heure à telle heure je bosse, ou est-ce que c'est plus quand l'envie te prend? Et quand Eh ben, en fait, au début, j'étais vraiment dans la spontanéité, la pulsion, donc quand l'envie me prend, et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était très intéressant de travailler vraiment les choses et d'avoir des projets. Donc voilà, maintenant, j'essaye de me structurer un petit peu, mais je laisse la porte ouverte aux pulsions parce que c'est très intéressant aussi, je pense. D'abord la musique ou d'abord les paroles? Alors ça, c'est vraiment, ça dépend des fois, et parfois, c'est les deux en même temps, et ça, c'est souvent bon signe, mais c'est assez rare. Mhm. Moi, c'est bon, en tout cas. Moi, Je c'est sais bon pas, aussi. je regarde un petit peu autour de la table. C'est vrai qu'on a souvent... c'est envie d'improviser, non? Bon, en tout J'ai cas, pas prévu une impro. Je vous aime. Où c'est qu'on peut t'écouter? Et si moi j'en aurais une Ouais. autre. Ok, vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes, dans des featuring aussi. Et voilà, sur Bandcamp aussi. mhm. Voilà, et puis en live, bien sûr. Alors c'est une question qu'on a eu déjà posée et que moi j'ai presque envie de rendre récurrente. Les supports physiques, ça devient de plus en plus compliqué à presser, c'est cher et tout. Tout le monde te dit que le CD est décédé. D'après toi, vrai ou pas? Alors moi, je viens d'une génération années 2000 un peu, tu vois, et j'aime bien ces formats-là. Je pense que ça pourrait revenir. En tout cas, ça me fait toujours plaisir quand on presse des CD. Voilà, donc pour moi, le CD est toujours là. Mais j'ai toujours mes CD, hein. Je les ai pas jetés. Moi Je me dis aussi. que ça va Mhm. revenir. C'est Moi, possible, j'ai- le vinyle Non, est mais revenu, ouais, hein, tu donc vois, c'est mais- possible. Moi j'ai même mes cassettes. Non mais en plus Moi c'est aussi, vrai que j'ai encore mes cassettes quelque part. Ouais. c'est vrai que l'avantage du CD, c'est que ça a un côté, il y a l'objet derrière, il y a tout un travail, il y a un artwork, et que c'est vrai que justement, est-ce qu'on n'en est pas sur ces plateformes à la Deezer, à la tout ça, où en fait, tu récupères plein de zik, au bout d'un moment, en fait, c'est voilà quoi, c'est tu consommes, tu calcules Ouais. même plus tel Ouais, artiste, ouais. c'est voilà quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'ère de la consommation, et c'est intéressant de revenir à quelque chose qui s'ancre dans le réel, quoi, comme un objet. Bah, c'est un objet, ouais, une collection, quoi. T'as une collection de musique, t'avais une collection de vinyle à l'époque, t'avais une De collection têtes de d'artistes. poupée. Non, je t'ai Ouais, dit c'est ça. ça. De têtes de... Oui, aussi. Non, moi pourquoi aussi. pas. De pins, de trucs comme ça. Et l'émission se termine. Retrouvez Toulouse et vous dès la semaine prochaine sur vos plateformes. Merci à toute l'équipe de la Ragebox. Merci à nos invités. Merci à Amina de Regard qui nous a ramené des musiciens bien sympas. Merci à Léo de Pinkin pour tous ses conseils sortis. Voilà, merci mon producteur, mon papa, ma maman. Et Merci Jésus. Non, Et c'est pas ça. pensez à vous abonner, notamment à la chaîne YouTube et puis sur tous nos réseaux sociaux. Et réagissez. Et réagissez, c'est très important. Et si vous souhaitez participer, pourquoi pas à Toulouse et vous, ou assister aux émissions, faire partie du public, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On se retrouve dès la semaine Toulouse et vous prochaine. les uns les autres. Exactement, à très vite. À très vite. Ciao.